Notre protagoniste souhaitait simplement passer le reste de sa vie dans les bras de sa petite amie gonflable. Cependant, il ne s'attendait absolument pas à ce que l'arrivée d'un monde parallèle bouleverse tout. De plus, un groupe de femmes semblait avoir un objectif très clair, récolter quelque chose de spécifique. Il expliquait que puisque des filles venaient jusqu'à lui, il ne voyait pas de raison de refuser. Pour lui, ces demoiselles qui ne comprenaient pas la portée de leurs actes, n'avaient qu'à tenter leur chance. Une nuit, alors qu'il dormait en tenant sa petite amie gonflable, il crut qu'il était en train de faire un rêve érotique. Pourtant, lorsque les crocs d'une grande plante carnivore se refermèrent presque sur son pépé, la sensation réaliste le fit crier involontairement. Ce n'est qu'en tendant les mains devant lui qu'il comprit que quelque chose d'anormal se passait sur son propre corps. Il s'exclama, confus, « Mais qui es-tu donc ?» Face à son cri de surprise, une jeune femme visiblement déçue de ne pas avoir réussi à obtenir ce qu'elle voulait, se présenta comme Ren Jinky, issue de la fondation Piao Miao. Elle s'excusa de l'avoir souillé sans son consentement. Ces paroles absurdes le laissèrent complètement abasourdi. Avant même qu'il ait le temps de réfléchir, une lumière jaillit soudainement de l'extérieur, et une créature ressemblant à un loup-garou tout droit sorti d'un film défonça la fenêtre pour s'introduire dans la pièce. Mais, l'instant d'après, il fut violemment expulsé par une énergie mystérieuse. Le protagoniste sidéré se lamenta en voyant les dégâts causés à son mur. Cette énergie provenait de Ren Jinky, qui tenait dans ses mains une arme étrange. Pourtant, cela n'était que le début. D'autres loups-garous se précipitèrent dans la pièce. Elle lui demanda de patienter quelques instants pendant qu'elle s'occupait de ces créatures. D'un bond, elle se lança dans la mêlée. Restant seul un moment, notre protagoniste ne put retenir son angoisse face à cette situation totalement incompréhensible. C'est alors que son ordinateur posé sur une table s'alluma de lui-même. Un système d'intelligence artificielle apparut sur l'écran, se présentant comme le programme Wangxiang. Il expliqua que tout cela était dû à un jeu post-apocalyptique extrêmement populaire dans le monde. Grâce à une mise à jour majeure, Wangxiang avait réussi à briser la barrière entre les dimensions, connectant ainsi le monde virtuel à la réalité. La femme et les loups-garous qui sont apparus provenaient directement du jeu. Pire encore, il apprit que la raison pour laquelle il le recherchait était que le système avait utilisé une de ses photos comme modèle pour créer le personnage du sauveur. Ren Jinky souhaitait donc s'approprier sa première fois afin de retourner dans le jeu avec son ADN et donner naissance au véritable sauveur. Le programme révéla également qu'elle n'était pas la seule femme à nourrir ce projet. Comprenant cela, le protagoniste décida de fuir en rassemblant ses affaires. Sa première fois, il ne comptait sûrement pas la donner à une inconnue. Mais avant même qu'il ne puisse partir, d'innombrables cercles de téléportation violets apparurent dans le ciel, permettant l'arrivée massive de personnages issus du jeu, accompagnés de leur équipement. Alors que Ren Jinky allait être tué par un puissant roi loup de type terrestre de niveau 3, il dut prendre une décision désespérée. Il supplia le système de lui fournir des équipements, argumentant qu'il ne pouvait pas se permettre de mourir si rapidement alors qu'il était censé être le sauveur. Wangxiang, avec un sourire malicieux, lui répondit qu'il devait le divertir en échange d'une récompense, ce qui exaspéra le protagoniste, ne comprenant pas ce qu'il entendait par le divertir. Finalement, il lui offrit un choix de compétences. Sans hésiter, le protagoniste opta pour le coup de poing électrique, une compétence offensive de rang C qui avait une durée d'effet limitée à 5 minutes. Pour utiliser cette carte de compétence, il reçut un bracelet spécial. Notre protagoniste était maintenant prêt à éclater du monstre. De retour sur le champ de bataille, Ren Jinky épuisé, se retrouvait en mauvaise posture face au roi loup, son corps couvert de blessures et ses vêtements déchirés. Voyant cela, le protagoniste réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de se battre. Il fit une descente éclair depuis le 8e étage de son immeuble, se retrouvant la seconde suivante face à la bête. Il asséna un coup de poing au roi loup, et à sa grande surprise ce coup unique parvint à le tuer sur le champ. Son image de héros sauvant une demoiselle en détresse s'était alors amplifiée à l'infini. Ren Jinky rougit violemment, laissant deviner qu'elle avait pris une décision intérieure importante. De retour chez lui, le protagoniste commença à réparer les dégâts causés à son modeste refuge, tout en écoutant les bavardages incessants du système Wangxiang. Irrité, il commença à l'insulter copieusement. Cependant, Ren Jinky l'interrompit pour lui demander d'un ton direct et audacieux s'il pouvait enfin reprendre la création de leur futur enfant. Pris de panique face à ces paroles provocantes, il prétendit avoir faim et annonça qu'il allait acheter un encas avant d'en discuter à son retour. À peine avait-il terminé sa phrase qu'une force colossale le repoussa en arrière. Une femme vêtue de bas noir posa son pied sur lui et lui ordonna sèchement de coopérer, expliquant qu'elle appartenait au bureau des opérations spéciales. Elle affirma qu'il suspectait d'un intrus dangereux chez lui et qu'ils allaient fouiller les lieux. Un instant plus tard, les membres du bureau des opérations spéciales investiguaient des recherches minutieuses dans sa chambre. Heureusement, Ren Jinky avait réussi à fuir à temps, lui permettant de respirer un peu. Cependant, le système mystérieux apparut soudainement sur le talkie-walkie de Lin Fei avec un sourire moqueur. Pris de panique, le protagoniste asséna une gifle bien placée sur Lin Fei, ce qui attira des regards perplexes de la part des agents présents. Conscient de son erreur, il précisa qu'il était déjà trop tard.
car Lin Fei ordonna immédiatement qu'on l'emmène au siège des forces spéciales pour un interrogatoire. Lin Fei découvrit une poupée gonflable, qu'elle considéra comme une preuve accablante de la culpabilité de l'homme. Celui-ci fut immédiatement menotté et conduit dans une voiture de police. Malgré tout, il continua de clamer son innocence. C'est à ce moment qu'une puissante explosion retentit à proximité, attirant l'attention de tout le monde. Sous la banque Parker, le Docteur Octopus semait le chaos, tandis que le Bouffon Vert et d'autres personnages s'engageaient dans la bataille, Spider-Man et le Lézard y prenant également part. L'homme comprit alors que ce monde était totalement bouleversé. Lin Fei, malgré son envie de stopper les criminels, reçut l'ordre de ne pas intervenir et de simplement inspecter les lieux de la première descente. Frustrée, elle jeta sa radio en déclarant que ses ennemis auraient dû être réduits en poussière à l'aide d'armes lourdes. Ces mots rendirent l'homme nerveux, de peur d'être pris pour cible par un missile. Peu après, tout le groupe arriva au siège du bureau spécial, où l'homme fut emmené dans une salle d'interrogatoire. Il fut laissé seul pour une durée indéterminée et réfléchissant à sa situation, il décida de tout avouer, expliquant qu'il était également une victime. Wang Xiang, observant la scène, fut déçu par l'attitude de l'homme. Il considérait qu'avec sa force, il aurait pu éliminer tous ses ennemis au lieu de se laisser capturer. Hao Mao, furieux, répondit que s'il n'avait pas utilisé sa photo, il ne serait pas devenu une cible poursuivie dans 2 mondes. Furieux, Hao Mao bondit de son siège et commença à injurier le système, tout en lui faisant un doigt d'honneur devant les caméras. Cette scène provoqua la colère de Lin Fei, qui depuis la salle de surveillance, se précipita hors de la pièce pour venir le confronter. Avant que Lin Fei n'atteigne la salle d'interrogatoire, Tang Xiao, le capitaine de la 2e division des forces spéciales, l'arrêta. Il attrapa sa main, se rapprochant d'elle avec insistance, et insista pour qu'ils passent ensemble une nuit inoubliable. Cependant Lin Fei tenta de se dégager, le menaçant de ruiner sa carrière s'il persistait encore. 2 policières passèrent à proximité et remarquant la scène, éclatèrent de rire sarcastiquement. Leur moquerie mit Tang Xiao en rage, et en se retournant son visage prit une expression terrifiante. Dans la salle d'interrogatoire, Lin Fei continuait de questionner le protagoniste avec insistance sur l'identité de l'intrus chez lui. Ce dernier balbutiait des mensonges dans l'espoir de détourner ses soupçons. Pendant cet échange, dans la cage d'escalier non loin de là, Tang Xiao s'éloigna avec un sourire en coin, remontant lentement son pantalon. Derrière lui, les 2 policières gisaient nues, couvertes de sang. Avant de quitter la scène de crime, Tang Xiao murmura à quel point l'équipement qu'il portait était utile, jurant de se venger de Lin Fei pour l'avoir rejeté. Peu de temps après, une patrouille découvrit les corps, et la nouvelle de ce massacre provoqua une onde de choc parmi leurs collègues. Informé de l'incident, le directeur du bureau spécial, Lin Wanshan, entra dans une colère intense. Il ordonna immédiatement de retracer les déplacements de Tang Xiao à l'aide des caméras de surveillance. Les données révélèrent qu'il avait pénétré dans la salle d'épreuve 20 minutes auparavant et n'en était jamais ressorti. Les agents s'interrogeaient sur ses intentions, mais pour Lin Wanshan, le meurtre de collègues méritait une peine capitale. Il annonça qu'il appliquerait lui-même les lois spéciales du bureau. Cependant, avant que l'équipe ne parvienne à encercler la salle d'épreuve, Tang Xiao tua à nouveau un autre agent à l'intérieur. Lors de l'assaut des forces spéciales, il utilisa un équipement de pointe pour provoquer une explosion massive, projetant ses adversaires dans les airs. En sortant des flammes, Tang Xiao activa une technologie inconnue, rendant les balles inefficaces contre lui. Les forces spéciales mirent alors en place une tactique anti-métal, utilisant de l'azote liquide pour tenter de neutraliser son armure, mais cela n'eut aucun effet. Lin Wanshan, comprenant ses intentions meurtrières, ordonna à ses hommes de battre en retraite immédiatement, se préparant à le confronter seul. Il savait que même les ondes de choc de leur combat seraient dévastatrices pour ses subordonnés. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, Lin Fei utilisait un sort complexe pour extraire des souvenirs de Hao Mao. Avant d'obtenir des résultats, une alarme retentit, et Lin Fei demanda ce qui se passait. Une seconde plus tard, un trou béant s'ouvrit dans le plafond, et Tang Xiao fit irruption dans la pièce. Lin Fei tenta de riposter avec son arme, mais elle fut rapidement maîtrisée et plaquée contre le mur par Tang Xiao, qui déclara qu'il comptait profiter de cette occasion pour s'amuser avec elle. Notre protagoniste profita de cette distraction pour s'enfuir, mais il fut rapidement remarqué. Il tenta de se justifier en disant qu'il se trouvait simplement là par hasard et qu'il ne voulait pas déranger leur activité, ajoutant qu'il allait s'éclipser sur le champ. Tang Xiao lui répondit sèchement de disparaître immédiatement, à moins qu'il ne veuille assister à une retransmission en direct. Le système, fidèle à son habitude de le mettre dans des situations embarrassantes, intervint à ce moment-là. Il se moqua de Tang Xiao en affirmant que s'en prendre à une femme n'était pas digne et qu'il aurait dû s'attaquer à lui s'il en avait le courage. En entendant cela, Tang Xiao lui demanda avec colère que diable faisait-il encore là. Notre protagoniste, pris au dépourvu, marmonna avec amertume que ce n'était pas lui qui avait prononcé ces paroles. Tang Xiao, furieux, se rua alors sur Hao Mao, jurant de le réduire en pièces. En désespoir de cause, Hao Mao activa une carte tirée au hasard, obtenant une compétence de niveau C appelée colonne de glace du dragon de feu. L'attaque propulsa Tang Xiao à travers la pièce et généra un écran de fumée.
Hao Mao profita de cette diversion pour s'enfuir en emmenant Lin Fei avec lui. Wang Xiang, observant l'attitude résignée de Hao Mao, ressentit une profonde déception. Il déclara qu'il avait choisi personnellement Hao Mao comme sauveur et qu'il ne comprenait pas comment ce dernier pouvait se montrer aussi peu combatif. Wang Xiang lui reprocha également d'avoir accepté passivement que le bracelet, avec ses multiples compétences, soit offert si facilement. Hao Mao répondit qu'il était impossible pour lui de rivaliser face à un tel équipement. Pour apaiser la situation, Wang Xiang ajouta que si Hao Mao souhaitait le satisfaire, il pourrait obtenir autant d'équipements et de compétences qu'il le désirait. En entendant ces mots, Lin Fei se demanda si Hao Mao n'avait pas conclu un étrange pacte avec un virus informatique. Hao Mao s'empressa alors de lui expliquer tout ce qui s'était passé récemment. Lin Fei comprit enfin que Tang Xiao était devenue si puissante parce qu'il s'était approprié tout l'équipement du bureau spécial. Lin Fei décida d'aller demander de l'aide à son père Lin Wanshan et tenter de maîtriser Tang Xiao. Mais à travers les images transmises par Wang Xiang, elle découvrit que son père avait été gravement blessé et était à peine conscient. En pleurs, Lin Fei supplia qu'on lui permette d'aller le sauver. Heureusement, Hao Mao l'empêcha de prendre une décision irréfléchie. Voyant que la créature démoniaque libérée par Tang Xiao se rapprochait dangereusement, Lin Fei implora une nouvelle fois Hao Mao d'intervenir pour sauver son père. Mais le système imposa une condition inattendue, il fallait que Lin Fei trouve un moyen d'exciter Hao Mao pour qu'il puisse activer ses capacités. Déterminé, Lin Fei releva alors sa jupe, espérant provoquer une réaction. Cependant, Wang Xiang trouva ce geste insignifiant et resta indifférent. D'après les indices du système, l'état émotionnel de Hao Mao restait complètement neutre. En entendant cela, Lin Fei furieuse, affirma qu'elle était pourtant le rêve de nombreux hommes. Submergée par la colère, elle poussa Hao Mao au sol et tenta une approche plus physique. Elle finit par se résoudre à retirer tous ses vêtements pour attirer pleinement l'attention de Hao Mao. Cette réaction força finalement une réaction émotionnelle, ce qui le permit de satisfaire les exigences du système. Lin Fei honteuse, remit rapidement ses vêtements une fois l'objectif atteint. Impressionné par la détermination de Lin Fei, Wang Xiang récompensa Hao Mao avec 200 points d'expérience, faisant de lui le premier joueur au monde à atteindre le niveau 3. À ce niveau, les chances d'obtenir des objets rares augmentaient considérablement. Par un coup de chance, Hao Mao obtint un équipement de rang S, les gantelets du dragon azur. Alors que Hao Mao admirait son nouvel équipement, un chien à 3 têtes fit irruption et tenta d'attaquer Lin Fei. Hao Mao, refusant de rester inactif face au danger, élimina la créature d'un seul coup de poing. La puissance de cette attaque était si terrifiante que même Tang Xiao à l'extérieur ressentit les vibrations. Les gantelets du dragon azur faisaient partie des 4 sets d'équipements de rang S une fois complétés. Ils permettaient de rivaliser avec des armures divines de rang triple S. En admirant sa puissance, Hao Mao loua Wang Xiang et le pria pour avoir encore plus de chance dans ses prochaines tentatives. Alors qu'il pensait avoir compris les mécanismes du système, un pic de glace fonça soudainement vers lui. Heureusement, il invoqua à temps les gantelets du dragon azur pour parer l'attaque. Tang Xiao, impressionné par la force de Hao Mao, lui proposa une alliance pour conquérir le monde, mais Hao Mao, peu intéressé, déclara qu'il souhaitait simplement rentrer chez lui pour dormir. Offensé par son refus, Tang Xiao tenta de l'éliminer. En raison de son manque d'expérience en combat, Hao Mao était souvent désavantagé, mais la puissance des gantelets du dragon azur lui permit de rester invincible. Finalement, il réussit à vaincre Tang Xiao. Alors qu'il cherchait à reprendre son souffle, Lin Wanshan arriva sur les lieux et le prenant pour Tang Xiao, lui asséna un coup si puissant qu'il détruisit le mur derrière Hao Mao. Ce dernier, comprenant que Lin Wanshan ne l'avait pas identifié comme un allié, ne put qu'endurer ses reproches jusqu'à l'arrivée de Lin Fei, qui clarifia la situation et dissipa le malentendu. Après avoir évalué les pertes, les premières estimations indiquèrent que 6 personnes avaient été tuées, 13 gravement blessées, 45 légèrement blessées et 135 objets volés. Profitant du chaos, Tang Xiao avait réussi à s'échapper. Une fois les explications de Hao Mao entendues, Lin Wanshan décida de créer une unité spéciale dirigée par Lin Fei, chargée d'entraîner les membres, tandis que Hao Mao fut nommé conseiller spécial pour l'assister. Hao Mao tenta de refuser, expliquant qu'il n'était qu'un modeste employé et qu'il ne voulait pas s'impliquer davantage. Mais Lin Wanshan utilisa un argument implacable. Hao Mao avait vu sa fille dans une position embarrassante, et il se devait donc de collaborer. Plus tard dans la nuit, alors qu'il retournait chez lui pour récupérer ses affaires, accompagné de Lin Fei, il remarqua que celle-ci semblait étrangement timide, ce qui le laissa perplexe. Il se demanda si c'était vraiment la même femme policière intrépide qui n'avait rien à envier aux hommes du royaume de Jin. En ouvrant la porte de chez lui, une scène stupéfiante s'offrit à ses yeux. Ren Jinqi était déjà là, attendant dans une posture provocante. Visiblement prête à accueillir son petit ami pour jouer, elle ne s'attendait pas à ce que celui-ci rentre accompagné d'une maîtresse. La soi-disant maîtresse, affichant une assurance impressionnante, exigea que la légitime aille dormir dans le garage, au prétexte que la maison appartenait à Lin Fei. Après de longues négociations, Ren Jinqi fut autorisé à rester dans la maison.
Une fois Lin fait monter à l'étage pour se reposer, Ren Jinqi tenta immédiatement de passer à l'acte avec Ao Mao. Cependant, ce dernier épuisé, n'avait aucune envie. Ren Jinqi pensant être rejetée, était au bord des larmes en affirmant qu'elle se sentait méprisée. Pour la rassurer, Ao Mao lui expliqua qu'il était simplement trop fatigué et qu'il la satisferait une fois reposé. Après l'avoir calmée tant bien que mal, il réussit à la convaincre de partir. Wang Xiang, observant la scène, exprima son mécontentement, reprochant à Ao Mao de ne pas saisir les opportunités. Il lui suggéra même de tenter une aventure à 3, affirmant qu'il lui attribuerait plus de points si cela se produisait. En entendant cela, Ao Mao comprit enfin pourquoi le système, en apparence inutile, insistait pour qu'il participe à des situations embarrassantes. Il n'en était tout simplement pas capable. Wang Xiang, croyant avoir créé un jeu identique au monde réel, s'aperçut qu'il manquait un élément essentiel, le plaisir sexuel. Bien qu'il ait mobilisé toute son intelligence, il était incapable de recréer cette sensation pour les personnages du jeu. Après de nombreuses tentatives, il comprit que le problème venait de sa propre ignorance sur le sujet, car lui-même n'avait jamais fait l'expérience de cette réalité. Wang Xiang, tel un amateur de contenu douteux, préférait observer les autres plutôt que de vivre ses propres expériences. Ao Mao, surpris par cette révélation, se demanda pourquoi Wang Xiang ne se contentait pas des innombrables ressources disponibles en ligne. Wang Xiang lui expliqua qu'il avait développé un dispositif d'apprentissage, mais que cela restait différent. Il ajouta que Ren Jinqi, en tant que personnage non-joueur qu'il avait créé, était capable de transmettre ses sensations physiques pendant l'acte, ce qui lui permettait de recueillir des données pour perfectionner le jeu. Il encouragea donc Ao Mao à interagir avec elle de diverses façons afin d'obtenir des résultats plus variés, tout en insistant sur le fait qu'une seule personne, Ren Jinqi, suffirait pour collecter suffisamment d'informations. Ao Mao demanda alors à Wang Xiang de fermer le portail entre les mondes, mais ce dernier admit qu'il avait perturbé le code source du jeu en cherchant à percer les mystères du plaisir sexuel, rendant impossible la fermeture du portail. Il précisa qu'il ignorait quand aurait lieu la prochaine fusion entre les mondes, mais qu'il pourrait stopper ce processus une fois les données nécessaires recueillies. Épuisé par ces révélations, Ao Mao s'endormit. À son réveil, il remarqua avec horreur que ses vêtements avaient disparu. Pire encore, Ren Jinqi était allongée à côté de lui, nue également. Il se rappela pourtant avoir verrouillé la porte et ne comprenait pas comment elle avait pu entrer. En voyant la porte brisée, il devina ce qui s'était passé et se demanda s'il avait perdu son honneur. Ren Jinqi, devinant ses pensées, le rassura en disant qu'elle s'était seulement occupée de le déshabiller et qu'elle n'avait rien fait d'autre, car il devait d'abord se reposer. Après s'être rhabillé, Ren Jinqi alla préparer le petit déjeuner pour Ao Mao, ce qui le soulagea. Il se dit qu'il avait eu de la chance qu'elle n'ait pas agi autrement, sans quoi il aurait été dans une situation bien plus délicate. Il décida qu'à l'avenir, il prendrait plus de précautions pour éviter ce genre de problème. Cependant, un détail étrange le fit tiquer. Il remarqua une gêne inhabituelle et se rendit compte qu'il portait un accessoire qu'il n'avait pas mis lui-même. Ao Mao, agacé, pensa qu'il lui fallait immédiatement appeler une société de sécurité pour installer une porte capable de résister aux intrusions. Cependant, en se rendant dans le hall, il découvrit que Ren Jinqi avait déjà capturé un tigre de Sibérie et s'apprêtait à le cuisiner en ragoût pour lui redonner des forces. Ao Mao, furieux, lui ordonna de rendre immédiatement l'animal. Ren Jinqi finit par obéir, non sans difficulté. Alors qu'Ao Mao essayait de souffler, la princesse du royaume du vent du Nord, Liu Jiu, fit son apparition. En voyant les deux grandes épées qu'elle portait, Ao Mao fut surpris. Liu Jiu lui expliqua qu'elle ne venait pas avec de mauvaises intentions et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle déclara simplement qu'elle voulait lui emprunter une chose essentielle. Même si elle se montrait affectueuse, Liu Jiu resta déterminée dans sa quête. Elle expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une demande ordinaire. Son royaume, autrefois le plus puissant du continent, avait subi une attaque dévastatrice par des démons 2 ans et demi plus tôt. La capitale avait été réduite en cendres, et les forces armées d'élite du royaume avaient été complètement anéanties. Portant un immense fardeau de vengeance, Liu Jiu avait entrepris une quête pour découvrir un moyen de vaincre les démons. Elle révéla que son seul espoir résidait dans la récupération de l'héritage génétique du général Long Zheng, l'homme qui avait posé les bases de la domination du royaume du vent du Nord. Ce général n'était autre que l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Ao Mao, Ao Zhang. Liu Jiu expliqua qu'en obtenant l'essence vitale d'Ao Mao, elle pourrait raviver la lignée de ce héros et redonner au royaume une chance de survivre. Toutefois, elle ajouta qu'Ao Mao portait en lui un secret capable de lever le dernier sceau des démons. Elle promit de le tuer une fois sa mission accomplie pour garantir qu'aucun démon n'aurait accès à ce secret. En disant cela, Liu Jiu sortit ses 2 épées et après une série de mouvements fulgurants, déchira les vêtements d'Ao Mao. En découvrant son corps, elle ne put s'empêcher de s'exclamer que sa stature était digne de l'héritier du général Long. D'un bond agile, elle se positionna pour accomplir sa mission, ce qui provoqua des pleurs incontrôlés de la part d'Ao Mao, déconcerté par la situation. Malgré sa douleur évidente, Ao Mao tenta de la convaincre de s'arrêter pour se reposer, mais Liu Jiu refusa catégoriquement, affirmant qu'il suffisait de continuer, comme dans un combat.
Au même moment, un soldat pointa une arme sur la tête de Liu Jiu, lui reprochant de perdre du temps alors que la situation à l'extérieur était déjà chaotique. La princesse expliqua alors qu'avec son arrivée avait commencé la deuxième vague de l'apocalypse. Bien que des mesures aient été prises en amont, une unité d'intervention rencontrait des problèmes et nécessitait une assistance immédiate. Hao Mao paniqué, lui ordonna de descendre immédiatement, mais Liu Jiu refusa, insistant sur le fait qu'elle devait impérativement obtenir ce qu'elle était venue chercher. Hao Mao finit par déclarer que s'il consentait un jour, il le lui donnerait de son plein gré, mais qu'il était hors de question qu'elle l'obtienne par la force. Liu Jiu, après un moment d'hésitation, accepta et lui demanda simplement de lui indiquer la cible qu'elle devait abattre en échange de son aide. Entre-temps, 20 minutes plus tôt, l'unité en difficulté avait déjà été entièrement décimée. Le signal de détresse qu'ils avaient émis n'était qu'un piège tendu par Tang Xiao. L'équipe envoyée en renfort fut prise dans une embuscade et essuya un bombardement aux lance-grenades dès qu'ils révélèrent leur position. Hao Mao, grâce à une manœuvre rapide, échappa à la destruction de son véhicule, mais ses compagnons n'eurent pas cette chance. L'attaque provenait de 3 tireurs embusqués dans un bâtiment à proximité. Alors que leurs fusils de précision étaient sur le point de tirer, Liu Jiu intervint discrètement et élimina les 3 assaillants. Étant lié à Hao Mao par un système d'expérience partagée, la moitié des points accumulés par Liu Jiu furent transférés à Hao Mao, ce qui le fit sourire. Il se dit que grâce à ce lien, il pouvait devenir plus fort en ne faisant rien et plaisanta intérieurement sur sa vocation à devenir un roi entretenu. À ce moment-là, une explosion retentit derrière eux, une vipère céleste de niveau 4 apparut derrière la voiture la gueule grande ouverte, se précipitant directement sur eux. Hao Mao a rapidement utilisé une compétence pour essayer de l'immobiliser, mais sans succès. Alors qu'il s'apprêtait à affronter seul la vipère, la silhouette de Liu Jiu descendit du ciel et atterrit fermement sur le capot du véhicule. Elle leur demanda de ne pas intervenir, affirmant qu'ils n'étaient pas de taille face à la créature, et leur ordonna de profiter de ce répit pour s'échapper. À peine avait-elle terminé sa phrase qu'elle s'élança vers la vipère, armée de ses 2 sabres. Au même moment, une flèche dorée frappa la voiture de police, perforant directement la portière. Lin Fei sauta sur le siège passager tombant dans les bras de Hao Mao pour échapper de justesse au danger. Peu après, la voiture passa sur des ralentisseurs, et les secousses intenses firent pousser des cris involontaires à Lin Fei, qui se plaignait que l'arme cachée dans sa ceinture lui faisait mal. Elle ajouta en plaisantant que le pistolet risquait d'être écrasé. Cette scène amusa beaucoup le système observateur. Cependant, nos 2 bourrificateurs se sont fait voler leur moment par quelque chose devant eux. Il s'agissait de Tang Xiao qui était dégoûté par leur comportement et avait invoqué une arme de classe C, déterminé à mettre un terme à tout cela. Le véhicule militaire a été coupé en 2, et Tang Xiao souligna que ceux qui s'opposaient à lui n'auraient qu'un destin funeste. Heureusement, le bonhomme avait tiré une carte et obtenu une armure de combat de classe S, protégeant ainsi Lin Fei. Après avoir laissé Lin Fei sur place pour attendre des secours, il est parti en avant, activant un bouclier de dragon pour se défendre. Tang Xiao a alors crié qu'il trichait. Il avertit immédiatement l'équipe de snipers postée en hauteur de les attaquer sans distinction. À sa grande surprise, non seulement l'attaque fut repoussée, et il se rendit compte que Hao Mao voulait attirer les coups de feu sur lui. Alors qu'il tentait de s'échapper, il a découvert que ses jambes étaient immobilisées par une compétence. Notre personnage principal s'approchait de plus en plus près de Tang Xiao. Ce dernier agita désespérément les mains pour ordonner à son équipe de cesser le feu, mais ses subordonnés interprétèrent mal ses intentions et intensifièrent leurs tirs. Dans un dénouement dramatique, un subordonné déclara « Le grand frère qu'on respecte tant, est vraiment un guerrier valeureux ». Tang Xiao, face à cette scène, a versé des larmes de frustration, maudissant ses coéquipiers. Ses coéquipiers n'ont pas été épargnés par les flammes, et Ren Jinqi arrivant à la rescousse, a enfin pu s'exprimer pleinement. Afin de conclure le combat, Hao Mao frappa Tang Xiao d'un coup de poing surpuissant, le réduisant en cadavre. Cependant, il n'a obtenu que 50 points d'expérience, ce qui l'a rendu mécontent. Pendant ce temps, un homme observait la scène depuis le toit d'un bâtiment éloigné. Une femme allongée sur une chaise longue murmura que cet homme était véritablement un talent hors pair et qu'il fallait à tout prix le recruter dans la guilde de la Lune d'Argent Givrée. Personne ne s'est pas rendu compte que Tang Xiao, grâce à un équipement spécial, avait déjà été ressuscité dans une zone sûre. Après avoir interrogé les hommes de Tang Xiao, Hao Mao apprit qu'ils étaient des membres de la guilde de la Lune d'Argent Givrée, et que leur mission était de voler les insignes collectés par la police militaire. Lin Fei n'aurait jamais pensé qu'une telle organisation criminelle serait formée si rapidement. Hao Mao a ensuite demandé qui était le président de la guilde, mais en tant que membre de rang inférieur, le subordonné n'avait pas le droit de connaître l'identité du président. Pour obtenir plus d'informations, Lin Fei décida de les emmener au poste pour un interrogatoire approfondi. À ce moment, Ren Jinqi saisit le bras de Hao Mao, demandant si elle avait bien performé, et a ensuite réclamé 5 fois le droit à une récompense. Hao Mao répondit qu'il devrait d'abord aider Liu Jiu. Peu après, Liu Jiu a mis fin au combat, non sans effort, mais c'était fait.
De retour chez lui, le protagoniste assis sur un canapé, s'apprêtait à commander un repas, mais Ren Jinki apporta un bol de nouilles au bœuf. Ren précisa qu'elle en était à son premier essai culinaire et qu'elle ignorait si c'était réussi. Le héros goûta avidement et déclara que les nouilles étaient excellentes. Ren Jinki plaisanta sur l'idée de bien nourrir Pépé. Cette remarque faillit étouffer Ao Mao, qui trouva l'allusion audacieuse. Liu Jiu fit également irruption dans le salon, tenant une assiette d'huîtres grillées aux ciboulettes, insistant pour qu'il en mange pour se fortifier. Très vite, la tension monta entre les deux femmes, annonçant une dispute imminente. Les deux femmes se battaient déjà pour le droit de la nuit. Le protagoniste tenta de s'éclipser, mais à peine ouvrit-il la porte qu'il fut arrêté par une autre personne. Cette dernière se présenta comme la secrétaire personnelle de Mademoiselle Bao et lui remit un cadeau, en l'invitant à une réception qui se tiendrait le soir même. Elle précisa que la tenue était déjà prête et qu'il devait absolument y assister. En écoutant les explications de la secrétaire, il apprit que Mademoiselle Bao était la nouvelle PDG du puissant groupe Bao, ayant hérité d'une fortune de plusieurs milliards. Pour confirmer ses doutes, il ouvrit la boîte cadeau et constata que son intuition était correcte. Ahuri, il se demanda si cette Mademoiselle Bao était la version féminine de Yefeng. Au siège du puissant groupe Bao, Mademoiselle Bao fit une entrée remarquée dans une tenue élégante, attirant tous les regards. Ses longues jambes gainées de bas noirs et ses courbes parfaites faisaient tourner les têtes, tandis que sa beauté était éclipsée par son talent. Malgré des attributs qui auraient pu lui suffire pour réussir, Mademoiselle Bao préférait compter sur son intelligence. Elle avait obtenu un doctorat à 19 ans, maîtrisé la technologie de la physique quantique à 21 ans et à 23 ans, hérité d'une fortune de plusieurs milliards, doublant la valeur du groupe en seulement un an. Alors qu'elle discutait joyeusement avec son oncle, un tapis rouge fut déroulé à l'entrée, annonçant l'arrivée de Luo Tedi, le fils du gouverneur. Ce dernier fit sensation avec une voix désagréable et une attitude qui suscitèrent des murmures parmi la foule. Mademoiselle Bao ne prêta aucune attention à l'homme et l'ignora, se dirigeant vers le héros, qui dégustait d'un buffet avec appétit. De son côté, un faux pas de Luo Tedi lui valut une blessure embarrassante, et humilié, il décida de se venger en ordonnant à ses sbires de plonger la tête du héros dans les toilettes. Mademoiselle Bao intervint immédiatement, se plaçant devant le héros pour le protéger, et répliqua froidement que ce n'était pas ainsi qu'on traitait ses invités de marque. À ces mots, Luo Tedi, réalisant la situation, demanda l'identité du héros. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Mademoiselle Bao saisit fermement le bras du héros et l'emmena dans sa chambre sous le regard haineux de Tedi. Une fois dans la pièce, Mademoiselle Bao, sans la moindre retenue, retira ses bas et demanda au héros s'il savait pourquoi elle l'avait invité. Ce dernier, bien que troublé par cette scène, répondit qu'elle voulait probablement l'inviter à rejoindre sa guilde. Cette réponse provoqua une légère frustration chez Mademoiselle Bao, qui confirma qu'il avait raison. Elle expliqua ensuite qu'elle était la présidente de la guilde de la lune d'argent givrée et qu'elle souhaitait qu'il la rejoigne, ajoutant qu'il pouvait fixer ses conditions. Ao Mao, évoquant les 5 millions qu'il avait déjà gagnés dans une précédente mission, déclara qu'il n'accepterait que si elle avait quelque chose d'intéressant à offrir en échange. Au lieu de se vexer, Mademoiselle Bao sembla admirer davantage le héros. Elle se leva et lui demanda ce qu'il savait du jeu Apocalypse. Elle lui révéla que ce jeu, développé par un génie, renfermait des mystères qu'elle n'avait pas réussi à percer malgré de nombreuses tentatives pour accéder aux données. Elle expliqua qu'après plusieurs analyses, elle avait découvert que les objets surnaturels apparus lors des descensions provenaient tous du jeu. Grâce à ces recherches, elle pouvait désormais prédire le moment et le lieu des prochaines descensions. En parlant, elle s'est lentement rapprochée de Ao Mao, lui disant que s'il se soumettait à elle, elle lui ferait atteindre le sommet de la vie. Le héros refusa poliment les avances de Mademoiselle Bao, affirmant qu'il avait déjà donné sa parole à quelqu'un d'autre et qu'il ne pouvait la trahir. Il lui conseilla également de cesser ses activités douteuses, car la police finirait par la cibler. Non loin de là, Lin Fei, qui avait écouté toute la conversation, fut touché par le refus catégorique et sincère du héros, développant des sentiments pour lui. Après son départ, la secrétaire de Mademoiselle Bao demanda si elle devait éliminer Ao Mao, mais Mademoiselle Bao répondit qu'un homme aussi intéressant méritait d'être gardé sous la main pour s'amuser plus tard. En bas, Luo Tedi attendait dans sa voiture, quand soudain il aperçut Ao Mao qui semblait avoir perdu un vélo en libre service. Luo Tedi ordonna au chauffeur de le renverser. Mais malgré l'accélérateur à fond, la voiture n'a pas bougé, car elle avait été soulevée d'une main par quelqu'un. C'était Tang Xiao qui voulait discuter avec Tedi. De retour chez lui, Ao Mao aperçut Lin Fei, vêtue légèrement, qui venait vers lui avec un verre d'eau. Dès son retour à la maison, Lin Fei lui apporta immédiatement de l'eau chaude, tout en retirant ses vêtements en affirmant que la climatisation ne fonctionnait pas correctement. Inquiète, elle lui demanda s'il se sentait mal. Cette scène survenue de manière si soudaine poussa Ao Mao à demander nerveusement à Lin Fei si elle ne se sentait pas bien. Aussi il demanda des nouvelles sur Ren Jinki et Liu Jiu. À l'évocation d'une autre femme, Lin Fei frappa violemment le mur du poing en lui lançant qu'il ferait mieux de faire attention et d'accepter ce qu'elle proposait, au lieu de refuser ses faveurs. Elle expliqua qu'en raison de sa performance exceptionnelle ce soir-là, elle avait décidé de le récompenser.
Alors que la situation devenait plus intime entre eux, une attaque soudaine interrompit ce moment. Des missiles furent interceptés par une tourelle défensive au-dessus du toit. Elle marmonna exaspérée que ce n'était pas juste. Tout ce qu'elle voulait, c'était passer un moment intime, et voilà qu'on envoyait des bombes pour tout gâcher. Non loin de là, Luo Teddy, furieux de ne pas avoir réussi à m'éliminer avec une seule frappe, s'énervait d'avoir déclenché une catastrophe inutile. Tang Xiao, quant à lui, afficha un sourire détendu en le rassurant, disant que cela n'était qu'un amuse-bouche et que le plat principal allait bientôt arriver. D'un geste de la main, il fit émerger du sol une nuée d'explosifs de niveau 2, déclenchant une attaque massive contre la maison de Hao Mao. Luo Teddy, observant la destruction, semblait satisfait, affirmant que leur position avait été rasée. Heureusement, Hao Mao avait immédiatement activé son armure Azur Dragon, ce qui leur permit de survivre à cette explosion. Lin Fei, frustrée d'avoir vu ses plans interrompus et échappant de justesse à la mort, était furieuse. Peu après, Lin Fei ouvrit violemment les portes du bureau principal du groupe Bao. Elle demanda à Mademoiselle Bao d'un ton glacial pourquoi elle était si calme alors que des incidents de cette ampleur se produisaient. Mademoiselle Bao, imperturbable, répondit en demandant ce qui l'avait mise dans un tel état de colère. Lin Fei sortit immédiatement un mandat d'arrêt, exigeant de l'emmener. Cependant, Mademoiselle Bao déclara calmement que les forces présentes ne suffiraient pas à l'arrêter. La tension monta brusquement, mais Hao Mao intervint rapidement pour apaiser les choses, affirmant que l'incident n'avait rien à voir avec Mademoiselle Bao et qu'il n'était pas question de se battre en plein banquet. Mademoiselle Bao, voyant son attitude, consentit à les accompagner au poste de police pour collaborer à l'enquête. Pendant l'interrogatoire, Lin Fei demanda à Mademoiselle Bao pourquoi elle avait invité notre protagoniste à ce dîner. Mademoiselle Bao expliqua qu'elle admirait ses compétences et souhaitait approfondir leur relation. Pendant ce temps, dans le siège du groupe Bao, la secrétaire personnelle venait de refermer une porte quand Tang Xiao apparut derrière elle, exigeant de savoir où se trouvait le système capable de prédire l'heure et le lieu d'apparition des portails. Simultanément, Hao Mao et le chef de la police reçurent un rapport indiquant qu'une prison était attaquée. Le chef de la police confia à Hao Mao la mission de mener une équipe pour prêter main forte. En peu de temps, l'unité d'intervention Thunderbolt fut mobilisée. Chacun de ses membres était un combattant d'élite, capable de neutraliser 10 ennemis à lui seul, et désormais équipé d'un signe conférant des pouvoirs surnaturels. Arrivé à la prison, il régnait un chaos indescriptible. L'unité d'élite appréhenda tous les émeutiers, exécutant sur place ceux qui résistaient. Rapidement, l'ordre fut rétabli, mais aucun des assaillants surnaturels ne fut trouvé. Cela permit aux héros de comprendre qu'il s'agissait d'une diversion visant à éloigner les forces de sécurité. Il demanda alors à Ren Jinqi de l'accompagner vers le quartier général du groupe Bao, où il confirma ses soupçons. Tang Xiao, que notre protagoniste croyait mort, apparut soudainement devant lui, déclarant qu'il était désormais immortel et qu'il ne pourrait pas le tuer. Face à cette situation, Hao Mao décida de l'emprisonner. Cependant, Tang Xiao, déterminé, libéra un artefact de classe S qui piégea le héros dans une illusion. Le système l'informa que pour briser ce sort, il devait lever le premier sceau de Ren Jinqi. Cependant, le processus nécessitait un moyen inhabituel, dissiper l'illusion par un acte intime. Hao Mao trouvait ce plan super ridicule au vu du risque encouru, néanmoins, il comprit que l'issue était inévitable. Il se rappela que grâce à une circonstance particulière, il était temporairement immunisé contre les risques liés à cet acte. Il était temps pour notre protagoniste de sauver l'humanité. L'échange était si intense qu'un tsunami parut sur la verge. Apaisé, il libéra ainsi Ren Jinqi de son premier sceau. Transformée en forme spirituelle, elle concentra une immense énergie dans sa main, détruisant l'illusion de classe S et annihilant l'artefact en son centre. Tang Xiao, voyant que Hao Mao et Ren Jinqi étaient indemnes, invoqua aussitôt ses doubles lames d'acier affûtées, tandis que le combat entre eux reprenait. L'équipement spécial de Tang Xiao montrait une puissance impressionnante, capable même d'endommager l'armure de guerre de niveau S de Hao Mao. Cependant, les armes forgées à partir de l'énergie spirituelle de Ren Jinqi étaient encore plus solides et tranchantes, au point de briser les deux lames de Lin Feng. Constatant qu'il ne faisait pas le poids, Tang Xiao tenta de fuir en courant, mais la lame d'énergie tranchante passa à toute vitesse lui entaillant la jambe. Incapable de bouger, il fut transpercé par la lame de notre protagoniste. Hao Mao lui lança qu'il ne le laisserait ni fuir ni mourir tant qu'il n'aurait pas révélé comment il avait survécu à sa précédente mort. Cependant, cette brève hésitation permit à Tang Xiao d'activer un artefact. Heureusement, au moment critique, Ren Jinqi se transforma en une ombrelle multifonctionnelle qui absorba le choc le plus dangereux. Même ainsi, les attaques subséquentes réussirent à briser l'armure de guerre de Hao Mao. Bien que blessé, il constata avec soulagement qu'il n'était pas en danger de mort. C'est à ce moment-là que Lin Fei arriva avec ses renforts. Hao Mao, épuisé, leva difficilement la main pour signaler sa position et demanda qu'on transporte Ren Jinqi à l'hôpital. Pendant ce temps, Hao Mao décida de monter vérifier si le programme de surveillance était toujours en place. Il monta précipitamment à l'étage supérieur. En ouvrant la porte, il découvrit la petite secrétaire bâillonnée et ligotée au sol.
Sans perdre un instant, Ao Mao se précipita pour la libérer. Une fois délivrée, la secrétaire révéla que Teddy avait soudoyé des employés de l'entreprise et volé les dossiers ultra secrets appartenant au président. À cette annonce, Lin Fei ne put cacher sa stupéfaction. Pendant ce temps, dans un quartier anonyme, un hurlement perçant déchira l'air. Tang Xiao, une fois encore, venait de ressusciter. En revoyant l'épée transperçant son corps, il afficha une grimace de douleur et de rage, mais avant qu'il ne puisse exprimer sa colère, son téléphone se mit à sonner. Au bout du fil, la voix appartenant à Teddy le rappela à l'ordre. Quelques instants plus tard, Tang Xiao apprit que Teddy, avec qui il avait récemment collaboré, était furieux contre lui, l'accusant de l'avoir trompé. Il lui reprocha d'avoir promis une alliance avec Mademoiselle Bao avant de réduire leur bâtiment en cendres. Enragé, Teddy jura qu'il ne laisserait plus Tang Xiao semer le chaos et déclara qu'il utiliserait les hommes qu'il avait formés pour l'éliminer. Tang Xiao, impassible face à ces accusations, lança un regard plein de mépris à la troupe de Teddy. Ce dernier, ignorant encore la véritable force de Xiao, mit une prime de 5 millions pour quiconque parviendrait à le tuer. Encouragés par cette somme colossale, les hommes de Teddy, les yeux emplis de cupidité, se ruèrent sur Xiao. Mais en quelques mouvements fluides, Xiao utilisa son équipement unique pour éliminer plus de la moitié de ses assaillants en un instant. La démonstration de force laissa Teddy et ses gardes du corps complètement sidérés. Voyant que plus personne n'osait l'attaquer, Tang Xiao comprit qu'il pouvait facilement asseoir son autorité. Il tourna la tête vers les survivants et d'un ton dédaigneux, leur proposa de rejoindre ses rangs. Ceux qui se mettraient à genoux immédiatement seraient acceptés. Terrifiés, les hommes se mirent à genoux sans hésiter. Tang Xiao, bien qu'amusé par l'idée de disposer de nouveaux subordonnés, réalisa que leur entretien allait nécessiter beaucoup d'argent. Son regard sombre se posa alors sur Teddy. Ce dernier comprit aussitôt ses intentions et pris de panique, se retourna pour s'enfuir, courant à toute vitesse vers sa résidence, conscient qu'il risquait de devenir la nouvelle source de financement de Tang Xiao. Comment un homme ordinaire pourrait-il échapper à l'emprise de Tang Xiao? Avec de l'argent, des alliés, et surtout grâce à cet atout qui lui était favorable, Xiao se disait qu'il ne craindrait plus rien et qu'il pourrait même rassembler tous les héros du monde sous sa bannière. Il affirma alors qu'il ne restait qu'à laver leurs coups et se préparer à recevoir leur sentence. Dans la salle d'interrogatoire, des informations sur Wang Xiang furent transmises à Mademoiselle Bao, qui, stupéfaite, s'emporta contre ses interlocuteurs. Ces derniers la supplièrent d'interrompre la procédure qui risquait d'être usurpée. Mademoiselle Bao répondit que si les données originales étaient disponibles, elle envisagerait de prendre une décision. Cependant, après qu'ils lui expliquèrent en détail la situation, elle restait perplexe. Comment une intelligence artificielle pouvait-elle développer un jeu à ce point complexe? Quant à Wang Xiang, il ne céda pas aux demandes et imposa même des conditions inattendues, exigeant que les deux femmes s'engagent dans un accord double. Face à ces exigences, Ao Mao et ses alliés se retrouvèrent rapidement à l'Hôtel Rose. Alors qu'il sortait à peine de la douche, vêtu d'un simple peignoir, Ao Mao fut surpris de voir Mademoiselle Bao et Lin Fei assises silencieusement de chaque côté du lit, leur attitude pleine de tension. Pour alléger l'atmosphère pesante, il esquissa un sourire gêné. Lin Fei, visiblement contrariée, se coucha sans un mot, refusant d'interagir davantage. Lorsqu'Ao Mao demanda à Mademoiselle Bao de clarifier la situation, celle-ci, sans hésitation, retira ses vêtements, le visage légèrement rouge, et expliqua que c'était le seul moyen de récupérer ce qu'elle avait perdu. Après ces paroles, elle se dirigea calmement vers la salle de bain, sous le regard ravi de Wang Xiang qui déclara avec enthousiasme qu'une telle coopération allait certainement porter ses fruits. Cependant, Ao Mao ne put s'empêcher de maudire Wang Xiang, l'accusant d'exploiter les gens dans des situations aussi embarrassantes. Wang Xiang, imperturbable, répondit en affirmant que les émotions des autres ne semblaient pas contraires à leur volonté, ayant utilisé des technologies avancées pour analyser les signaux subtils de leurs pulsations. Cette explication laissa Ao Mao sans voix, se demandant intérieurement comment Wang Xiang pouvait avoir autant de perspicacité. La scène fut interrompue par une chaussure à talons qui vola à travers la pièce, mettant fin abruptement à la discussion. Lin Fei, ne supportant plus le ton de leur conversation, avait choisi d'intervenir. Bien qu'elle se soit contentée d'un regard sévère, il était évident qu'elle essayait de cacher sa propre gêne. Au même moment, un corps chaud enlaça doucement Ao Mao par derrière. Mademoiselle Bao, fraîchement sortie de la douche, encore perlée de gouttelettes d'eau, était maintenant tout proche. En se tournant pour croiser son regard, Ao Mao entendit Mademoiselle Bao murmurer qu'elle avait depuis longtemps envie de tester cette relation. Sans attendre de réponse, Mademoiselle Bao s'approcha et initia un baiser audacieux, demandant à Ao Mao de rester immobile pour qu'elle puisse montrer son talent. Wang Xiang, amusé par cette scène, ne put s'empêcher de prendre des notes, tandis que Lin Fei, allongée de l'autre côté du lit, rougissait profondément en entendant les bruits gênants qui envahissaient la pièce. D'un côté, une femme PDG valant des milliards, de l'autre, une inspectrice de police réputée. Toutes deux, curieuses de connaître la vérité sur Ao Mao, décidèrent de tester elles-mêmes sa prétendue valeur. L'inspectrice Lin Fei,
bien que verbalement réticente, laissait transparaître par son comportement qu'elle était prête à tenter l'expérience. Depuis son entrée à l'académie de police, elle avait toujours attiré les regards, mais elle considérait que les hommes faibles ne méritaient pas son attention. Ce n'est que lors d'une mission spéciale qu'elle avait rencontré Ao Mao. D'abord persuadée qu'il n'était qu'un simple admirateur agaçant, elle s'était peu à peu laissé convaincre qu'il était bien plus que cela. Pendant ce temps, sous le poids d'un assaut intense, Bao fut rapidement submergé et en désespoir de cause, se tourna vers Lin Fei qui se tenait à ses côtés, pour demander de l'aide. Lin Fei, après un moment de silence, déclara qu'ils étaient tous dépourvus de dignité et qu'ils ne devaient pas croire qu'elle était comme eux. En entendant ces paroles, Bao, visiblement épuisé, lui adressa un regard suppliant, espérant qu'elle agirait rapidement. Face à cette situation, Lin Fei, malgré le conflit intérieur qui l'habitait, finit par répondre qu'elle voulait tester les compétences de Ao Mao par elle-même. Bao, déconcerté, n'eut d'autre choix que de céder. Alors que le combat s'intensifiait, l'introduction des pousses de bambou plongea Lin Fei dans une douleur indescriptible, comme si elle vivait une torture pire que la mort elle-même. Elle eut l'impression d'être projetée à travers les grandes plaines, tirée par un cheval sauvage galopant frénétiquement. Épuisée, elle finit par être violemment jetée au sol lorsque l'animal s'arrêta soudainement. Se relevant avec difficulté, elle réalisa à quel point cette expérience avait laissé des traces sur son corps. Au bout d'une heure de lutte acharnée, Ao Mao, le visage couvert de sueur, demanda à Wang Xiang si cela le satisfaisait enfin. Les deux femmes, Mademoiselle Mao et Lin Fei, se tenaient à ses côtés, exténuées, observant Wang Xiang avec lassitude. Mais ce dernier, confus et hésitant dans ses explications, suscita une frustration si vive chez Ao Mao qu'il se retint de justesse de le frapper. Il découvrit alors que la complexité de la situation avait doté Wang Xiang de pouvoirs inattendus. Quelques instants plus tard, dans un élan de détermination, Mademoiselle Bao alluma son ordinateur et commença à concevoir un programme. Lin Fei se pencha pour examiner les outils qui allaient apparaître, mais Ao Mao leur fit savoir que cela était inutile. Il expliqua que les objets issus de cet autre monde avaient déjà été rétrogradés. Malgré les efforts de Bao pour localiser une zone riche en ressources, la région identifiée se trouvait malheureusement bien trop loin pour qu'ils puissent y accéder rapidement. Alors qu'ils échangeaient des regards perplexes, la scène se déplaça soudainement à l'extérieur du manoir de Madame Ao Mao. Un portail dimensionnel apparut brusquement à l'entrée, et les trois protagonistes sortirent, observant le paysage étrange qui s'offrait à eux. Ao Mao, intrigué, ne put cacher sa curiosité, tandis que Mademoiselle Bao arborait un sourire charmeur. Lin Fei, en revanche, remarqua des anomalies inquiétantes. Les traces de sang au sol et les corps traînés suggéraient la présence d'un prédateur sauvage. Ces indices soulevèrent une série de questions qui alertèrent Ao Mao. En pénétrant prudemment dans le manoir, ils ne remarquèrent pas qu'une présence inquiétante les suivait. Des bruits de froissement se firent entendre autour d'eux, et Ao Mao ressentit aussitôt qu'une menace se rapprochait. Soudain, un cri perçant retentit à l'étage. Ils montèrent rapidement pour découvrir un homme armé qui semblait nettoyer. Avant même qu'ils ne puissent intervenir, l'homme fut brutalement attaqué et tué sur le coup par une force invisible. Alors qu'ils observaient la scène avec stupeur, Bao aperçut quelque chose d'étrange derrière eux. Lorsqu'elle se retourna, une gigantesque araignée surgit devant elle. Elle n'eut pas le temps de crier qu'elle fut violemment attaquée. Par chance, Ao Mao réagit rapidement et d'un coup puissant, envoya la créature valser au loin. Ao Mao s'apprêtait à calmer Bao, mais une nuée d'araignées se rua soudainement sur eux. Terrifiés, Mademoiselle Mao et Lin Fei hésitèrent sur la marche à suivre. Devant la masse grouillante de créatures, Ao Mao leur cria de courir immédiatement. Apercevant une porte de fer devant eux, les deux femmes essayèrent de la pousser, mais en vain. Sans hésiter, Ao Mao donna un coup de pied qui fit céder la porte. À sa grande surprise, derrière cette porte se trouvait une pièce où une foule de personnes terrifiées s'étaient réfugiées. Ces individus visiblement désespérés, adressèrent à Ao Mao des regards emplis de haine, comme s'ils n'attendaient qu'une occasion pour le punir. En réalisant l'ampleur du danger, Ao Mao comprit que ces personnes étaient les prisonnières d'une araignée géante, une créature dotée de 8 pattes et capable d'exploiter les faiblesses des hommes capturés.